Dans la vie de chacun, il y a des sujets et des centres d'intérêt plus importants que d'autres. Dans cette dernière vidéo de l'année 2023, je souhaitais tout simplement vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que 2024 vous apporte les joies que vous espérez, mais aussi que notre vie à tous soit plus paisible. Pour qu'elle le soit, en France et ailleurs, il faudrait que certains sujets soient compris, mieux traités, et il faudrait que des problèmes économiques, politiques, idéologiques et sociaux soient résolus. Je tiens donc à vous proposer une rétrospective du second semestre de l'année 2023 à travers de petits extraits qui résument la ligne que je veux défendre à travers cette chaîne. Bonjour à tous. Parmi les événements les plus marquants de 2023 en France, il y a eu les émeutes qui ont éclaté dans plusieurs quartiers populaires après la mort d'un adolescent tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer. Je voulais explorer le malaise qui règne en France et surtout cette hostilité que manifeste une partie de la population en direction de la police. Écoutez, la France a laissé des ghettos se former sur son territoire. Ces mêmes ghettos sont devenus au fil des années des zones de non-droit. Les trafiquants de drogue y font leur loi. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Les idéologues islamistes s'adonnent à leur prosélytisme et une pensée anti-républicaine y a été déployée par plusieurs acteurs, des identitaires d'abord, qui adoptent une attitude séparatistes et qui ne se reconnaissent dans aucune des valeurs de la République. Des islamistes ensuite, qui ont fait de la diabolisation de la France et du discours victimaire un axe idéologique. Enfin, un sentiment de rejet qui ne cesse de s'accentuer. Il faut le reconnaître, car, il faut le dire, même ceux qui ne sont ni délinquants, ni voyous, ni islamistes, dans ces quartiers, subissent une discrimination insidieuse, surtout au travail, et des préjugés. Ce qui les jette dans les bras de ceux qui surfent sur le discours victimaire. Le mal-être, la frustration, la pauvreté et tous les maux sociaux qui sont instrumentalisés par des élus de gauche ou d'extrême gauche le plus souvent, qui ont fait de l'infantilisation de ces populations et de la complaisance à l'égard des islamistes, une façon de faire de la politique à la petite semaine, basée sur le clientélisme. Le discours de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et celui de ses lieutenants, les sorties de certains élus écologistes en sont l'illustration. À propos de Jean-Luc Mélenchon, justement, il faut reconnaître que le personnage est devenu un phénomène de scène qui n'existe pas à travers des propositions politiques sérieuses, dignes de ce nom, dignes du débat démocratique, mais à travers l'outrance, parfois, voire souvent, jusqu'à l'indécence, et à travers la provocation, le plus souvent, gratuite. Voilà ce que je disais à son propos en septembre 2023. Celui qui était, il y a quelques années, un des éléphants du système socialiste, celui qui s'opposait, il y a quelques années, au voile islamiste, celui qui qualifiait le niqab, vous savez, le voile intégral, d'obscène, je cite, en 2010, celui qui fut ami de Charb, directeur de Charlie Hebdo, dont il disait qu'il partageait les idées contre l'obscurantisme, entre autres, celui qui prononça en 2015 une oraison funèbre pour rendre hommage aux dessinateurs assassinés par les défenseurs de l'islam politique, cet homme-là, Jean-Luc Mélenchon, est passé de républicain de gauche à gauchiste. Il est passé de pourfendeur du voile à défenseur de l'abaya et du camis. Et il est passé de défenseur de la laïcité et de la liberté de conscience à compagnon de route des identitaires musulmans et autres islamistes, allant jusqu'à marcher à leur côté lors d'une manifestation obscène évoquant l'existence d'un prétendu racisme systémique contre les musulmans. Alors je vous rassure, Jean-Luc Mélenchon
ne s'est pas converti à l'islam politique. Il s'est juste laissé aller vers le populisme cynique, celui d'un homme qui a recouvré des idées de jeunesse, des idées d'extrême gauche et qui veut se créer un espace politique pour exister. Ainsi, il a choisi la facilité, l'outrance populiste et la démagogie, s'attaquant tantôt aux policiers, tantôt aux journalistes et réduisant le prolétariat aux tenants de l'islam politique. Il s'est aligné sur des idées dangereuses, portées, je le dis, par des ennemis de la République. Ainsi, curieusement, il se retrouve presque systématiquement, depuis quelques années déjà, à défendre ce que défendent les islamistes et à combattre ce que défendent ceux qui ont à cœur les valeurs de la République. Que les personnes d'origine maghrébine ou africaine qui le suivent, ainsi que ceux de culture ou de confession musulmane, comprennent que ce n'est pas pour défendre leurs intérêts, ce n'est pas pour leurs beaux yeux qu'il tient le discours populiste qui est désormais le sien. Non, ce n'est pas pour les défendre, c'est pour les manipuler. Car ce que recherche avant tout son discours, bien éloigné des principes de la République, trop souvent, c'est de créer les conditions du désordre. L'extrême gauche, là où elle s'exprime, a toujours rêvé du chaos. Le chaos, oui, les extrémistes, tous les extrémistes en rêvent. Parmi eux, il y a le chaos voulu par l'extrême gauche et par les islamistes. Les deux veulent abattre en vérité l'ordre républicain et entacher l'image des institutions. L'une de leurs cibles préférées, c'est la police. J'avais consacré en août 2023 une vidéo à ce sujet. Parler de violence policière revient à dire que la police, en tant qu'institution, serait, dans son ensemble, par nature et par essence, violente. On vous dit que cette violence serait intrinsèquement liée à son fonctionnement, une sorte de norme applicable en toutes circonstances. Vous observerez, je le dis en passant, que les milieux idéologiques qui parlent de violence policière sont ceux-là même qui utilisent les termes de racisme systémique, accusant ainsi la France d'être un État raciste. Ce sont ceux qui utilisent le vocable, je mets entre guillemets, d'islamophobie, après chaque critique visant l'islam politique. Ce sont les mêmes qui surfent aussi sur un discours à la fois victimaire et misérabiliste, et par ailleurs diabolisant les valeurs universelles. Strictement les mêmes qui polarisent le débat public depuis plusieurs années entre une méchante institution policière et de sympathiques voyous qu'il faudrait défendre, de petits anges, comme on dit désormais, qui ne sont jamais mis à l'index par ces mêmes chapettes idéologiques. Alors pourquoi il est faux de parler de violence policière? Je mets des guillemets. En conférant à celle-ci, c'est-à-dire à ces violences, un aspect systématique. Outre le fait que la police, en tant qu'institution républicaine, est détentrice, qu'on le veuille ou pas, de la violence légitime, on oublie souvent de le mentionner, et que cette violence est encadrée par des lois et un règlement strict, on oublie aussi de souligner que les policiers coupables de bavure ne bénéficient généralement d'aucune impunité et d'aucune indulgence, à juste titre, puisque les contre-pouvoirs existent, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN d'abord, et la justice ensuite, font preuve d'une grande sévérité lorsque la situation l'exige. Mais à part les sujets franco-français, j'ai traité également à travers cette chaîne des sujets internationaux. Je n'ai pas oublié l'Iran, l'Afghanistan et le Sahel, par exemple, souvent relégués au second plan, mais les deux sujets qui ont retenu mon attention, c'est l'Algérie, où le régime continue d'asseoir un système véritablement dictatorial, et bien sûr la situation au Proche-Orient, notamment depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. En ce qui concerne l'Algérie, j'ai voulu souligner la personnalité singulière d'Abdelmadjid Tebboune, un président illégitime, nommé par l'armée, en vérité, qui lui a concocté une mascarade électorale et qui s'apprêterait visiblement en 2024 à lui assurer une autre mascarade pour qu'il puisse aller, comme il est de coutume dans ce pays, vers une présidence à vie. Voilà ce que j'en disais fin août 2023. Si j'ai voulu m'exprimer sur l'Algérie, c'est pour commenter
en vérité deux sujets qui me paraissent importants aujourd'hui. D'abord, ce ton belliqueux et guerrier contre le Maroc, un voisin qui ne déménagera jamais et avec lequel il serait certainement plus intelligent d'explorer les voies diplomatiques pour trouver des solutions sérieuses à tous les points d'achoppement. Je crois qu'il faut cesser avec cette attitude immature qui caractérise les dirigeants algériens. Peut-être qu'il faudrait qu'ils cessent de vouloir rendre bête tout le peuple. Personnellement, et je pense que c'est le cas d'une majorité d'Algériens, je refuse de me sentir en guerre ou en conflit contre les Marocains ou contre la monarchie marocaine ou contre n'importe quel autre pays d'ailleurs. Surtout pas pour les prétextes qui sont invoqués. Surtout pas pour suivre les aventuriers qui dirigent l'Algérie. Il est quand même incroyable qu'au moment où tous les dirigeants intelligents et visionnaires à travers le monde s'ouvrent et vont vers les autres, les caciques algériens, eux, se complaisent dans cette attitude de repli sur soi, ce ton dépressif qui fait de la haine de l'autre une façon de faire oublier ses propres turpitudes. Depuis des lustres, les responsables algériens prétendent œuvrer pour le bien des peuples, afin qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes. Louable en apparence, en effet, et en théorie, est cette prétendue valeur. Mais je souhaiterais que cette pseudo-bienveillance, affichée par le régime algérien depuis fort longtemps, tantôt à l'endroit des peuples africains, tantôt à l'égard des Palestiniens ou des Sahraouis, puisse s'appliquer aux Algériens eux-mêmes. Oui, il faudrait œuvrer pour le bien-être des Algériens et pour qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes, loin d'un régime illégitime, ennemi des démocrates et des démocraties. Ensuite, ce ton anti-français. Il est insupportable qu'il en devient pathétique. Il fait même honte. Ceux qui sont nés en 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie, ont aujourd'hui plus de 60 ans. Ma génération, celle de l'indépendance, les personnes qui sont nées dans les années 60, cette génération-là n'a pas connu d'oppression à part celle générée par ce régime et par ceux qui font de la rente mémorielle, un fonds de commerce pour asservir tout un peuple et les richesses de tout un pays. Un peu de décence. Le discours des dirigeants algériens devient à ce titre là aussi insupportable par son incohérence et l'hypocrisie qu'il comporte. Ces gens, je parle toujours de ces responsables algériens, qui critiquent la France du matin au soir, viennent pourtant eux-mêmes et depuis des années, ainsi que leurs familles pour la plupart, se soigner en France, dans les hôpitaux français. Ces gens, ces arrivistes qui gouvernent l'Algérie et qui insultent les Français matin et soir, ne cessent de réclamer des visas pour venir en France, pour y envoyer leur progéniture. Ces gens qui disent honnir la langue française du matin au soir, outre le fait que beaucoup d'entre eux sont francophones et ne parlent que français, ils inscrivent leurs enfants au lycée français d'Alger quand ils ne les envoient pas se former dans les universités, les grandes écoles françaises. Ces gens donc qui prétendent ne pas aimer la France et qui pourtant, pour certains d'entre eux, y ont leur résidence secondaire. En tout cas, ils y dépensent leur argent quand ils ne possèdent pas eux-mêmes ou leurs enfants la nationalité française. Alors oui, disons qu'ils ont le droit de ne pas aimer la France. Et même, disons-le, de la haïr, arguant l'histoire coloniale qui a été effectivement terrible, ou avançant n'importe quel autre prétexte, n'importe quel fait d'histoire. Mais alors, il faut être cohérent. Il faudrait qu'ils cessent d'endoctriner le peuple dans la haine de la France, alors que la France, ils en jouissent dès qu'ils en ont l'occasion. Au moment où des régimes archaïques font tout pour sortir de l'isolement et s'ouvrent aux autres, les dirigeants algériens font tout pour isoler l'Algérie, enfermer davantage les Algériens dans la médiocrité et engager le pays dans des choix catastrophiques au nom d'approches lunaires. Il faudrait peut-être qu'on puisse le rappeler clairement. Le Proche-Orient, évidemment, est un sujet complexe qui déchaîne toutes les passions parce qu'il est enrobé d'ignorance, le plus souvent, et surtout, il est impacté par des logiques propagandistes qui présentent les choses de façon binaire. Pour moi, la ligne que j'ai toujours suivie est très claire. Israël est dirigé par un pouvoir détestable, qui compte en son sein des racistes d'extrême droite. Cela est une réalité qu'il est inutile de nier. Simplement, ce qui se dit moins, car il y a une volonté de diaboliser ce pays, c'est que ce gouvernement n'est pas à l'image de la société israélienne qui, elle,
est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus plurielle, beaucoup plus diverse et qui compte en son sein des nuances qui sont totalement méconnues, voire totalement effacées dans le débat public. En face, un groupe islamiste qui clairement a choisi l'action terroriste comme mode opératoire, je dirais même comme seul mode de revendication. Pour moi, la différence est de taille. Entre une démocratie imparfaite et un groupe extrémiste, il n'y a pas de comparaison possible. Au début du conflit, j'avais réalisé cette vidéo pour vous en dire plus au sujet de cette organisation criminelle qui a fait une OPA sur Gaza et davantage encore sur toute la cause palestinienne. L'idéologie du Hamas. Dès sa création officielle en décembre 1987, le Hamas s'est défini comme une organisation portant la pensée et la vision de la confrérie des frères musulmans. C'est écrit noir sur blanc. Le 18 août 1988, en effet, le Hamas a rendu public une charte qui deviendra célèbre. Cette charte allait réitérer le positionnement idéologique de l'organisation et la définir comme une branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Dès le départ, donc, le Hamas va se définir également comme une organisation djihadiste. Je précise cet aspect parce que j'ai entendu certains commentateurs, et pas les moindres, prétendre qu'il ne s'agirait pas d'un groupe qui prône le djihad. Ceci, je vous le dis, est faux. Et il ne faudrait surtout pas vous laisser tromper par ce genre de déclarations qui sont soit le fait d'une méconnaissance profonde de la réalité de cette organisation, soit le fait d'une désinformation volontaire. Voilà très précisément ce que mentionnait l'organisation dans sa charte de 1988. Je cite: « Le mouvement de la résistance islamique, donc le Hamas, est l'un des épisodes du djihad mené contre l'invasion sioniste. Il est étroitement lié au soulèvement du martyr Azz-Din al-Qassam et de ses frères combattants du djihad, des frères musulmans en 1936. Il est aussi étroitement lié à un autre épisode, celui du djihad des Palestiniens, des efforts et du djihad des frères musulmans dans la guerre de 1948, de même que des opérations de djihad menées par les frères musulmans en 1968 et plus tard. » Fin de citation. Voilà qui est très clair. Mais la charte ne s'arrête pas là. Le Hamas avait repris les arguments djihadistes, maintes fois répétés, pour appeler purement et simplement à l'extermination des Juifs. J'ai voulu résumer aussi, à travers cette rétrospective, ce que sont mes engagements. 6 mois après la création de cette chaîne, vous avez été plus de 300 000 visiteurs uniques et plus de 8200 abonnés. Je vous en remercie. Si vous ne l'avez pas encore fait, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour donner plus de visibilité et plus d'influence à cette chaîne. Je vous donne pour ma part rendez-vous en 2024 et d'ici là, je vous souhaite sincèrement à vous tous une très bonne année et à très bientôt.